Euh, donc avant de partir dans le vif du sujet avec l'idée reçue numéro 1, je vais vous présenter en quelques mots K2 pour que vous puissiez nous connaître un peu mieux. Donc K2 édite une plateforme complète de business process management pour concevoir et déployer tout type de processus métier. C'est une société qui a été fondée dans les années 2000 et dont les locaux sont aux États-Unis aujourd'hui, en face du campus Microsoft. K2 est un partenaire privilégié de Microsoft avec notamment une souche de R&D commune. Le groupe est présent, le groupe est international, il est présent à travers le monde avec 18 bureaux et 3500 clients sur les 5 continents. Et aujourd'hui, avec Jean, nous représentons la filiale française qui couvre le territoire francophone depuis une dizaine d'années maintenant. On compte plus de 200 clients. Ça va être d'ailleurs l'objet du slide suivant, de vous présenter quelques-unes de nos références françaises. Donc, le but de ce slide est plutôt de montrer que K2 n'est pas lié ni lié à un domaine d'activité, on n'est pas lié à un secteur d'activité en particulier, ni à une typologie d'entreprise. Donc nous comptons parmi nos clients autant des grands comptes que des PME, des TPE, de tout secteur, comme dans les télécoms, les services, l'industrie, le secteur public, les banques. En fait, K2 va être une véritable brique qui va s'insérer au sein du système d'information. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Jean va pouvoir vous montrer de manière plus concrète, va pouvoir vous en parler de manière plus concrète en balayant la première idée reçue et puis en abordant quelques exemples justement d'applications mises en place avec K2. Merci Mathilde, bonjour à tous. Donc effectivement, donc la première idée reçue aujourd'hui en entreprise, c'est que pour répondre à un besoin métier, on a deux solutions. C'est utiliser un logiciel ou un développement spécifique. Et donc on va essayer de voir quelle pourrait être une solution alternative à tout ça. Donc aujourd'hui, voici l'agenda de ce que nous allons balayer. Donc on va voir quels sont justement les différents choix pour les DSI, qu'est-ce que le BPM, pourquoi c'est une alternative à ces choix-là, quels sont les domaines d'application qui sont possibles. Alors, je vais vous présenter rapidement la solution K2 et puis je vous montrerai des exemples d'applications qui ont été mises en place chez nos clients. Et puis sur la fin du webinar, en fonction du temps qui nous restera, je vous montrerai en live l'utilisation des outils K2, donc pour mettre en image un petit peu tout ce dont on aura parlé jusque-là. Donc, quels sont aujourd'hui les choix pour les DSI? Donc grosso modo, les DSI ont deux choix. Le premier, c'est quand ils ont besoin de répondre à un besoin métier, ça va être d'acheter des progiciels. Donc quels sont les avantages et les inconvénients de l'achat de progiciels? Donc parmi les avantages, l'achat d'un progiciel, ça permet d'avoir une solution qui est adaptée et complète normalement pour chacun des besoins. Donc j'achète un progiciel qui va me permettre de gérer mes RH par exemple. Donc je vais avoir dans ce progiciel-là la possibilité de faire des demandes de congés, de faire des demandes de formation. Je vais pouvoir gérer les demandes de diff, les choses comme ça. Donc normalement j'ai quelque chose d'assez pointu sur le métier qui m'intéresse. Donc j'ai des fonctionnalités poussées autour de mon besoin. Maintenant, l'inconvénient du progiciel, il va être dans l'utilisation un petit peu poussée des progiciels. Donc j'ai des besoins RH, j'achète un progiciel RH, j'ai des besoins achats, j'achète un progiciel achat, j'ai des besoins autour de mon métier à moi dans la banque par exemple, donc j'achète un progiciel qui est dédié à mon métier. Alors peut-être que j'ai un seul et même progiciel et que j'achète différents modules de ce progiciel-là, mais en tout cas, je vais multiplier les investissements et il y a des risques à ce que je multiplie donc différentes technologies. Je vais devoir avoir
au sein de mon entreprise des personnes qui vont être capables de maintenir ces différentes technologies-là, et une personne qui maîtrise un logiciel ne maîtrisera pas forcément un autre. Donc ça complexifie un petit peu tout ça. Il y a souvent aussi des difficultés à intégrer les solutions entre elles, hein. J'ai un logiciel RH et j'ai envie de le coupler avec mon logiciel métier parce qu'à un moment donné, ça a du sens. C'est pas évident à faire, voire de temps en temps, c'est même pas possible si l'éditeur du logiciel ne l'a pas prévu pour moi. Donc je vais devoir gérer aussi plusieurs maintenances. Donc au final, je vais avoir quand même quelque chose d'assez coûteux, non pas si je me concentre sur mon besoin RH, mais si je me concentre sur la globalité des besoins qu'il peut y avoir dans mon entreprise. Et puis le dernier inconvénient, c'est l'évolutivité du logiciel, qui est souvent peu évolutif. Maintenant, ça dépend quand même beaucoup de l'éditeur. Mais en tout cas, si j'ai besoin d'une fonctionnalité qui n'est pas implémentée dans mon logiciel, je ne suis pas sûr à 100% de pouvoir l'avoir d'ici 6 mois, d'ici 1 an. Donc, ça a un intérêt quand même, hein, le logiciel, c'est que j'achète quelque chose et normalement, allez, 5 jours après l'installation, normalement, ça doit couvrir les besoins originaux, normalement. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution pour les DSI, ça va être de se rendre compte qu'en fait les logiciels sont un peu limités, qu'on ne va pas pouvoir faire exactement ce qu'on veut, et que nous, dans notre entreprise, on a des besoins un petit peu particuliers, on va avoir besoin de faire du sur-mesure. Donc du coup, on va laisser tomber le logiciel et puis on va faire du développement spécifique. Alors l'avantage du développement spécifique, c'est qu'on va pouvoir faire exactement ce qu'on veut. On n'a aucune limitation technique, aucune limitation fonctionnelle. Maintenant, le gros inconvénient du développement spécifique, c'est que c'est très chronophage, c'est-à-dire que ça va coûter du temps de mettre en place les différents besoins. Ça va coûter du temps non seulement pour le développement, mais aussi pour qu'on se mette d'accord sur ce qu'on doit implémenter. Il va forcément y avoir une phase de spec très importante, et il va falloir se mettre d'accord entre la partie assistance à maîtrise d'œuvre et la partie assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on génère en fait des nouveaux canaux de communication dans l'entreprise qui sont sujets à complexité. Donc c'est pas très. Alors là, on voit dans les inconvénients en fait que le développement spécifique c'est coûteux. Alors en fait, on aurait tendance à dire que le développement spécifique c'est pas coûteux parce que justement, j'ai pas de licence à acheter, j'ai pas de logiciel à acheter, je pars de zéro. Il me faut, je sais pas, il me faut mon serveur d'application. Donc c'est pas trop coûteux en termes de licence. Par contre, ça va être coûteux parce que je vais passer du temps. Je vais passer du temps, il va falloir que je paye des profils pour faire ça, et au final, ça va me coûter cher. Ça nécessite beaucoup de technicité. On est obligé de faire appel à des développeurs, et du coup, ça manque d'agilité. Le jour où on veut rajouter une fonctionnalité, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes, et du coup, l'évolutivité, tout ça, ça va être un petit peu complexe. Donc ça, c'est les deux solutions qu'on a. Et en fait, nous, on vient se placer un petit peu au milieu de tout ça en proposant en fait une brique de BPM, donc BPM, le Business Process Management, la gestion des processus métiers, qui va pouvoir en fait essayer de résoudre un petit peu tous les avantages de chacune des solutions sans en avoir trop les inconvénients. Alors en quoi le BPM peut être une solution? Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est le BPM? Donc ici, vous avez une définition de la gestion des processus métiers qui est donnée par la Workflow Management Coalition. C'est l'organisation qui régit les règles workflow au niveau mondial. Donc ce que dit en fait cette définition, c'est que le BPM, en fait, c'est un système qui va permettre d'automatiser les processus de l'entreprise. Donc dans une entreprise, quand on a déterminé que pour atteindre un objectif, on a besoin de remplir un formulaire, de le faire valider par tel groupe d'intervenants. Une fois que c'est validé, d'aller mettre à jour des informations dans le système d'information, puis d'aller demander des informations supplémentaires à un autre groupe d'intervenants. En fait, quand on détermine
quand on détermine ça, on pense sous forme de processus. Donc un processus, ça va être une suite d'actions qui vont s'exécuter dans un ordre qui est défini avec des règles d'enchaînement. Et donc les objectifs d'une solution de BPM, ça va être de permettre de réduire les coûts opérationnels et les temps de traitement des processus métiers. Donc quand on va mettre une application en place avec un outil de BPM, on a des outils qui vont nous permettre de le faire très rapidement. Donc c'est en ça qu'on va réduire les coûts opérationnels et les temps de traitement. Vu que tout est informatisé, normalement la communication entre les différentes étapes du processus doit se faire beaucoup plus rapidement que quand le process n'est pas informatisé. Ça va simplifier le partage et la circulation d'informations et de documents au sein de l'entreprise. Derrière une solution de BPM, on va toujours assurer la traçabilité de ce qui se passe. C'est un des gros avantages du BPM, c'est que tout ce qui se passe, c'est tracé, ça va pouvoir être utilisé, récupéré, on va pouvoir faire des statistiques là-dessus, et du coup ça améliore la productivité, l'agilité et la compétitivité de l'entreprise. Donc pourquoi le BPM c'est une alternative au développement spécifique et au progiciel? Tout simplement parce que la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'en fait, une plateforme de BPM, ça va être une boîte à outils qu'on va mettre à disposition dans votre système d'information. Donc c'est une brique qui vient compléter ce que vous avez déjà, vos éventuels serveurs de base de données, vos éventuels outils de gestion de documents. Donc ça vient compléter tout ça. C'est une brique qui va vous permettre de construire vos applications. Donc vous allez les construire vous-même, les faire vous-même. Donc vous allez pouvoir faire quelque chose qui répond à votre besoin, à vos spécificités. Mais donc comme pour du développement spécifique, sauf qu'on part de beaucoup plus haut et qu'on n'a pas besoin de faire de code pour mettre en place l'application. Et du coup, on va être très rapide. On va être très rapide puisqu'on va pouvoir faire exactement ce que vous voulez, mais en très peu de temps. Et la grosse force de K2, on le verra un petit peu après, c'est vraiment de proposer un outil qui va permettre de construire ces applications sans avoir à écrire de code. Même si l'application elle est complexe, même si les besoins fonctionnels sont complexes, même si j'ai des besoins d'intégration complexes avec mon SI existant. En plus de ça, ça va permettre de réconcilier la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, parce qu'on va parler un langage commun, c'est-à-dire que ce que la maîtrise d'œuvre va mettre en place avec un outil de BPM, ce sont des choses qui sont graphiques et que la maîtrise d'ouvrage va pouvoir comprendre et que même les utilisateurs finaux vont pouvoir comprendre. Un des points forts d'une plateforme de BPM, c'est qu'elle va s'intégrer à un SI hétérogène. Donc peu importe un petit peu ce que vous avez dans votre SI, on va être capable d'aller chercher et mettre à jour les informations qui sont dedans. Et comme c'est une brique au sein de votre SI, tout ce que vous faites pour un projet va pouvoir être réutilisé pour les projets suivants. Donc plus vous allez mettre en place d'applications avec votre plateforme de BPM, plus vous allez être en mesure de le faire rapidement parce que vous allez capitaliser sur l'existant. Et comme on le disait, tout est tracé. Donc la plateforme de BPM va vous fournir par défaut des tableaux de bord, des indicateurs de performance qui pourront être personnalisés si vous en avez besoin. Alors, le BPM, c'est une stratégie d'avenir. On a retrouvé en fait ici quelques études en fait qui ont été faites et qui indiquent que par exemple il y a 32% des décideurs informatiques dans le monde qui envisagent d'investir dans le BPM dans les années qui arrivent, que par exemple dans le cas d'une utilisation de SharePoint, alors je ne sais pas si tout le monde connaît SharePoint. SharePoint, c'est un outil de gestion documentaire et collaboratif qui est proposé par Microsoft, et que le BPM en fait vient en première place des cas d'usage les plus envisagés en complément de SharePoint.
Aujourd'hui, la vision processus de ce qui se passe dans l'entreprise, donc la vision BPM, devient une priorité stratégique pour les DSI et pour les entreprises dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'application avec une plateforme de BPM? Donc là, vous avez une liste non exhaustive d'applications qui ont été mises en place par certains de nos clients en France avec notre plateforme. On les a catégorisées en trois, ces applications-là. On a les applications dites cœur de métier qui vont vraiment dépendre du métier de notre client. Donc on a des clients, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans la banque, dans l'assurance, qui vont gérer avec K2 des applications qui permettent de faire des demandes d'ouverture de compte, de faire des demandes de découvert, des demandes de prêt, ou dans l'assurance, toute la gestion qu'il peut y avoir autour d'un sinistre. Dans les médias, les télécoms, par exemple, la gestion de la portabilité des numéros ou des ouvertures de lignes sont des choses qui peuvent être mises en place avec K2. Et donc là, qui sont un besoin qui est vraiment spécifique à chacun de nos clients. Après, on peut aussi utiliser K2 pour mettre en place des applications dites verticales. Les applications verticales, en fait, c'est des applications qui potentiellement peuvent être installées ou utilisées dans n'importe quelle entreprise. Et donc là, on les classe plutôt par service demandeur. Donc, il y a les RH qui sont des gros demandeurs, enfin des gros consommateurs d'applications workflow, avec la gestion des demandes de congés, avec la gestion des demandes de formation, du DIF, mais aussi avec la gestion des entrées-sorties de collaborateurs. Les achats, avec la gestion des demandes d'achat, la gestion des demandes d'investissement, la validation des factures fournisseurs, la gestion des budgets, qui sont donc qui peuvent être aussi traités sous forme de workflow. Et puis, la dernière grande typologie d'applications qu'on présente ici sont les applications qui vont être très centrées sur du document. Donc ça va être la validation de la documentation dans l'entreprise, donc la documentation technique, la documentation marketing, les communications qui peuvent être faites par le service marketing vers l'extérieur via des documents, et la dématérialisation plus généralement du courrier. Donc la gestion du courrier peut être, enfin tout ce qui se passe une fois que mon courrier est arrivé dans mon entreprise, si je décide de le numériser, tout ça va pouvoir être géré avec des processus K2. Donc, comme je vous le disais, là on est vraiment sur une liste non exhaustive. C'est quelques applications parmi les milliers d'applications qui ont été mises en place avec K2 dans le monde. Mais ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que finalement, n'importe quelle application informatique de mon entreprise peut être pensée sous forme de workflow. Il va y avoir quelques exceptions. Si par exemple, je pense à des applications purement BI, par exemple, où il n'y a pas forcément de workflow derrière, mais tout ce qui va permettre de faire fonctionner l'entreprise, toutes les demandes qu'il peut y avoir à un moment donné, dès lors qu'on décide de les informatiser, en fait, on va pouvoir le faire via un outil de workflow. Et il y a des gens qui vont mettre en place des applications dans leur entreprise sans forcément mettre le terme workflow sur le nom de leur application. Et aujourd'hui, d'ailleurs, de la part de nos clients et de nos prospects, on reçoit des cahiers des charges dans lesquels on ne voit jamais le terme workflow, ni même le terme BPM. C'est juste que créer des étapes, des règles d'enchaînement entre ces étapes-là, mettre en place des formulaires pour réaliser l'application, va permettre de répondre aux besoins. Et donc, en traitant le besoin d'une manière BPM, on va pouvoir atteindre nos différents objectifs. Donc, quelques mots sur K2.
le produit, hein, pas l'entreprise. Qu'est-ce que K2 propose? Donc, comme je vous le disais, K2, c'est une boîte à outils. On retrouve la rosace, la rosace K2 qui, en en une image, en fait, présente les grandes composantes K2. Donc, K2, c'est un outil, comme c'est écrit en anglais ici, qui va permettre de construire et faire tourner des applications métiers. Et cet outil est basé sur 4 grandes composantes. La première composante, c'est la composante workflow. Donc, K2 fournit des outils qui vont permettre de définir graphiquement les process de l'entreprise que vous souhaitez informatiser. Donc, si j'exagère, c'est un outil de dessin. Si je prends un exemple peut-être plus parlant, on va, avec l'outil de gestion de processus de K2, dessiner des process comme on le ferait dans Visio, par exemple. Donc, on va mettre des briques, on va relier les briques, on va mettre des règles sur chacune des briques ou sur chacun des liens pour déterminer en fait l'ordre d'exécution de ces briques-là, les différents enchaînements qu'il peut y avoir. Mais cette brique, K2, va au-delà du dessin, puisqu'en fait, une fois qu'on a fini de dessiner notre processus, on va le publier sur notre serveur et on a un moteur d'exécution qui va s'occuper en fait d'orchestrer le processus, d'attribuer les tâches aux personnes qui sont concernées. Donc on a un moteur qui va lire le dessin qui a été fait et qui va créer les tâches pour les personnes qui sont concernées, qui va surveiller les temps de traitement, qui va soulever des alertes si c'est nécessaire. C'est aussi ce moteur-là qui va permettre de gérer ce qui se passe quand les personnes sont absentes, des choses comme ça. Donc ce qu'on voit, c'est surtout l'outil qui permet de dessiner les process, mais la chose très, très importante, c'est le moteur d'exécution qu'il y a derrière, qui va lire en fait les dessins qui sont faits. La deuxième brique K2, c'est la brique formulaire. Donc c'est ce qu'on appelle les K2 Smart Forms. Un process, ça va être une suite d'étapes. Si on informatise ces étapes-là, ça veut dire que je vais avoir des utilisateurs qui vont devoir remplir des formulaires depuis leur ordinateur. Et du coup, K2 en fait propose un outil qui va permettre de réaliser rapidement des formulaires. Donc on va faire du glisser-déposer, des champs qu'on veut voir dans notre formulaire. On va décider quels sont les champs qui sont obligatoires, ceux qui ne sont pas, ceux qui apparaissent quand il s'est passé telle chose dans le formulaire. Donc on va faire ça, toujours sans écrire de code, hein, puisque c'est le leitmotiv de K2. On va pouvoir s'appuyer sur la couche de connecteur K2 pour afficher dans le formulaire des informations qui proviennent d'autres outils de mon entreprise. Et on va pouvoir, bien évidemment, dire le formulaire que j'ai fait ici, c'est le formulaire qui permet de faire avancer telle étape de mon processus. La brique suivante, c'est la brique data. Donc ça va être notre serveur, ce qu'on va appeler plus vulgairement notre serveur de connecteur. Vous l'avez compris, donc K2 s'inscrit comme une brique au sein du système d'information, et pour que les processus puissent s'exécuter, on va avoir besoin, à un moment donné, d'aller chercher des informations au travers de mon système d'information. Donc je vais aller chercher des informations dans une base de données Oracle, par exemple, ou dans une base de données SQL Server. Je peux avoir à aller chercher des informations dans mon outil de CRM, dans SharePoint, par exemple. J'ai peut-être décidé d'acheter K2, mais avant, j'avais peut-être acheté des progiciels. Ça m'intéresse peut-être d'aller chercher de l'information dans ces progiciels-là. K2 me donne la possibilité, en fait, d'aller chercher des informations et éventuellement de les modifier depuis mes interfaces K2. Donc la partie serveur de connecteur, c'est ce qui va permettre, toujours sans écrire de code, d'aller chercher et mettre à jour les informations là où elles sont dans le système d'information. K2 ne va pas venir révolutionner la façon dont vous stockez vos informations. On ne va pas vous imposer de gérer toutes vos données au niveau de vos processus. On va aller les chercher là où elles sont, c'est-à-dire dans vos outils existants. Et puis la quatrième brique, K2, c'est la brique reporting. Une fois que nos applications tournent, on a besoin de savoir
combien de temps on met en moyenne pour traiter telle étape de tel processus. On a besoin de savoir si j'ai un process qui est bloqué. On a besoin de se dire, bah, tiens, par exemple, cette tâche-là, elle a été attribuée à telle personne, mais bon, cette personne-là n'a pas le temps de faire la tâche, donc en tant qu'administrateur, je vais décider de faire la tâche par quelqu'un d'autre. Donc on a besoin d'interfaces qui vont nous permettre en fait de piloter notre activité processus, piloter nos workflows, voir ce qui se passe. Et donc K2 fournit des interfaces qui vont permettre de voir toutes ces choses-là. Donc on a plein d'indicateurs qui sont fournis en standard, qui vont permettre de voir le nombre d'instances d'un workflow sur une période donnée, la saisonnalité des processus, la durée moyenne des activités, des process, etc., etc. Et on va avoir la capacité à personnaliser ces rapports-là depuis nos outils de création si on le souhaite. Et donc en combinant ces 4 composantes, on va pouvoir construire nos applications sans avoir à écrire de code, et on va pouvoir le faire vite et le faire en concordance complète avec la façon dont on est organisé. Alors pour finir sur les slides, quelques exemples plus précis en fait d'applications qui ont été faites chez nos clients. Donc là vous avez le cas client Natixis, donc qui avait besoin d'effectuer un suivi complet et précis de ses portefeuilles de trading, et donc d'automatiser leur gestion, et qui a décidé d'utiliser K2 pour ça. Donc ça, c'était le besoin original, originel. Natixis a décidé d'acheter Black Pearl pour ça. Il y a eu un retour sur investissement rien que sur la mise en place de cette première application. Pourquoi? Parce que ils avaient, ce qu'il y avait contre nous, c'était du développement spécifique, parce que c'est quand même très très particulier. Ce qu'ils voulaient faire, il n'y a pas vraiment d'application métier existante qui permettent de gérer ça. Et du coup, il y a eu un gain de temps sur la mise en place dès la création de l'application. Aujourd'hui, ce sont des applications qui vivent beaucoup avec l'organisation de Natixis, qui est assez mouvante, mais aussi avec ce qui est imposé d'un point de vue légal. Donc K2 leur permet en fait de refléter ces modifications-là très facilement. Donc ils ont une grosse réactivité face aux changements réglementaires et organisationnels, et puis ils ont besoin que tout soit tracé, et K2 leur offrait cette traçabilité en standard. Donc ils ont acheté K2 pour ça. Leur premier projet s'est très bien passé, et depuis ils ont mis en place une quinzaine d'applications supplémentaires, des applications qui sont métiers et qui servent pour les traders, mais aussi des applications beaucoup plus transverses, comme des applications qui permettent de gérer tous les espaces projets informatiques, par exemple, des applications aussi qui permettent de gérer les permissions que les utilisateurs peuvent avoir sur les différents produits que Natixis vend, etc., etc. Le deuxième cas client dont on parle, c'est la mairie de Vincennes, ici. Donc là, on est plus, bien évidemment, dans le secteur public. Pourquoi la mairie de Vincennes a fait l'achat de K2? Eh bien, en fait, pour la mise en place de son guichet unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les administrés de la ville, dès qu'ils veulent faire une demande, que ce soit au guichet, que ce soit en ligne, via le site de la ville, ou que ce soit par courrier, en fait, ça va déclencher des workflows qui sont mis en place avec K2. Donc aujourd'hui, toutes les demandes ne suivent pas encore des workflows K2, mais les demandes de passeport, les demandes de carte de stationnement, les demandes de carte d'identité, les demandes de place en crèche, par exemple. Tout ça suit des workflows qui sont faits avec K2. Cette application utilise aussi SharePoint pour tout ce qui est gestion des
pièces qui peuvent être jointes aux différentes demandes qui sont faites. Donc, pourquoi Vincennes a trouvé ça intéressant? Tout d'abord parce que ça a permis de diminuer énormément les erreurs. Bon, il y a un système aussi par exemple pour les demandes qui sont faites par courrier, il y a un système de reconnaissance, enfin de capture des courriers, de reconnaissance de caractères. Mais avant qu'il y ait tout ça, en fait, on recevait des courriers, il y avait quelqu'un qui saisissait la demande en s'appuyant sur le courrier qui avait été reçu. Au guichet, c'était un petit peu pareil, et du coup, il y avait des erreurs qui se faisaient de temps en temps. Et du coup, là, il y a eu une grosse diminution de ces erreurs-là. La ville de Vincennes a aussi beaucoup apprécié cet outil-là parce qu'elle est maintenant autonome sur la modification de ses processus. Elle crée elle-même les nouveaux processus et elle fait évoluer ses processus toute seule, ce qui était très important et qu'elle ne pouvait pas faire avec les progiciels qui étaient vendus sur le marché pour gérer les demandes en crèche, les choses comme ça. Ils ont optimisé leur gestion de file d'attente. Donc quand les personnes arrivent au guichet, elles prennent un ticket et les traitements se font beaucoup plus vite grâce à l'informatisation de toutes les demandes qui sont faites derrière. Donc voilà, et pareil aujourd'hui, Vincennes globalise l'utilisation de K2 pour des besoins qui sont internes, comme la gestion des notes de frais, les demandes d'achat, les choses comme ça, donc qu'on peut avoir avec les administrés, mais qui permettent d'améliorer leur fonctionnement interne. Et le dernier cas dont on parle, c'est le cas Ipsen. Donc en fait, Ipsen avait des besoins qui étaient à l'origine surtout centrés autour des achats. Ils utilisent et ils utilisent toujours SAP. Et sauf que la gestion des demandes d'achat, des commandes, tout ça, ça pouvait être fait par des personnes qui n'avaient pas forcément de licence SAP et qui n'avaient pas les compétences en fait pour aller sur les interfaces SAP pour rentrer des informations. Et Ipsen avait besoin de mettre en place un processus autour autour des demandes d'achat et des commandes qu'il était très difficile d'implémenter dans SAP. Donc du coup, ils ont choisi K2 pour mettre en place ces processus-là, et parce que K2 fournit un connecteur pour SAP qui va permettre, une fois qu'on a saisi toutes les informations dans son formulaire K2, que ça a été validé dans le workflow, d'aller mettre à jour SAP. On retrouve bien évidemment dans ces formulaires la possibilité de faire des recherches dont la source de données est SAP. Donc en fait, on a créé avec les SmartForms, avec K2 Blackpearl et avec notre connecteur pour SAP, une couche d'abstraction au-dessus de SAP, et c'est pour ça qu'Ipsen nous a choisi. Ça a permis donc d'uniformiser, d'optimiser tous leurs achats en simplifiant la façon dont les demandes étaient faites. Donc voilà pour ces trois-là sur lesquels on voulait un peu insister. Je vais vous montrer maintenant comment en quelques minutes comment fonctionnent les outils K2, vous montrer que quand je disais qu'on fait du dessin dans K2, on est quand même pas très loin de la vérité, mais peut-être que avant de vous montrer ça, peut-être que vous avez des questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les poser. Je vais surveiller s'il y en a. Hop. Alors, pour une petite démonstration de K2. Alors,
Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on on montre une application qui a été faite, avec K2, et puis après on montre les outils de conception. Je vais essayer de le faire, dans l'autre sens aujourd'hui. Donc je vais vous montrer les outils de conception. Donc, alors, bon, puisqu'on n'a pas encore commencé, et je vois qu'il y a une question, je vais la poser pour tout le monde. Donc, y a-t-il besoin d'un runtime K2 pour faire fonctionner les outils K2? Donc, la réponse est oui. Donc, il y a un moteur d'exécution K2, donc un moteur d'exécution pour la partie formulaire, un moteur d'exécution pour la partie, workflow, qui se représente sous la forme d'un service Windows qui va permettre de gérer tout ça. Donc oui, il y a un moteur d'exécution, c'est un moteur propre à K2 qu'on installe quand on installe l'outil et qui persiste ces informations dans une base de données SQL Server. Donc voilà, pour la partie runtime, j'espère que ça répond à votre question. Si vous avez si ça soulève des questions supplémentaires, n'hésitez pas, ou on pourra aussi prendre le temps de se recontacter si vous voulez des détails un petit peu plus techniques, mais je voudrais pas faire peur à tout le monde avec des choses peut-être trop techniques. Donc là, j'ai ouvert l'un des outils de conception K2, donc c'est l'outil de conception de processus. Donc il y en a plusieurs, hein. Donc là c'est un des trois en fait. On a une application qui est en léger, donc on peut modéliser des process K2 depuis son navigateur, et on a un client aussi qui s'intègre avec des outils de développement, comme par exemple Visual Studio. Donc ça, c'est un outil qui est un petit peu à mi-chemin entre les deux. Donc c'est l'outil qui s'appelle K2 Studio. Et donc là, on voit un processus qui a été modélisé. Donc c'est un processus de demande d'achat. Donc je vois que quand je fais une demande, dès que j'ai soumis ma demande, ça crée une étape ici qui s'appelle création du suivi, qui va aller ensuite sur une étape qui s'appelle validation budgétaire. Là, il y a quelqu'un qui intervient, qui va devoir donner son accord ou pas. S'il refuse, on part en modification. S'il accepte, on passe en validation par catégorie. Dans le cas où il a refusé, on va en modification. La personne qui fait la modification peut annuler sa demande. On part sur l'étape annulation qui est un état final du process où elle peut resoumettre, faire des modifs et resoumettre sa demande, et on repart en validation budgétaire. On va pouvoir boucler entre ces deux étapes-là si on le souhaite. On voit qu'une fois que la validation par catégorie ici est faite, en fonction d'un certain plafond, on va passer par l'étape validation commerciale, où on va directement en étape validation logistique. Et puis une fois que l'étape validation logistique est terminée, on peut lancer un sous-processus, donc dire, bah voilà, une fois que ça s'est passé, on lance un autre process. Donc ça, c'est un workflow tel qu'il a été modélisé, qui explique comment se passe la demande d'achat dans notre entreprise. C'est quelque chose qui est compréhensible par tout le monde. On est d'accord, même par les utilisateurs finaux. Si je veux rajouter une étape à l'intérieur de ce processus-là, par exemple, je voudrais dire, une fois que la demande elle est faite, je vais envoyer un email au demandeur pour lui dire, votre demande a été enregistrée, vous recevrez des informations sous peu, et cliquer ici, par exemple, pour voir le suivi du processus. Donc, je voudrais rajouter une activité ici. Donc, je vais dessiner mon activité, je vais la positionner pour faire quelque chose d'assez rectiligne, d'assez lisible. Je vais lui donner un nom. Je l'appelle notification, et ensuite je vais déterminer quand est-ce que cette activité doit s'exécuter. Donc elle doit s'exécuter à la place de la création du suivi dès que la demande est faite. Donc je prends le lien qui est là, je le déplace, comme ça, je le repositionne pour faire quelque chose de rectiligne, toujours, et puis ensuite je vais dire, une fois que la notification elle est faite, je veux reprendre le chemin normal de mon processus. Donc je crée un nouveau lien entre cette étape-là et l'étape création du suivi qui était existante. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle la macro-modélisation K2. J'ai défini, d'un point de vue global, ce qui se passait. Après, K2 va permettre d'aller un petit peu plus dans le technique et de définir ce qui se passe à l'intérieur de l'étape de notification. Donc à l'intérieur de cette étape de notification, je veux envoyer un email. Donc, je retrouve dans ma boîte à outils, ici, la liste des assistants qui vont me guider dans le paramétrage des choses que je veux faire pour me connecter avec mon système d'information. Donc, je peux, par exemple, référencer un formulaire qu'on aurait fait
qu'on aurait fait avec les SmartForms K2. Je peux envoyer un email ici, je peux appeler le serveur de connecteur K2, je peux faire de la conversion de documents à la volée, je peux m'intégrer avec Exchange, avec l'Active Directory, avec SharePoint, avec Dynamics CRM, etc., etc. Donc je choisis ce que je veux faire. Donc là, je voudrais envoyer un email. Je fais un simple glisser-déposer de mon assistant d'envoi de mail dans ma fenêtre de modélisation et ça me lance un assistant qui va me poser des questions qui vont permettre de paramétrer l'envoi de mail. Donc pour envoyer un mail, il faut qu'on détermine qui est l'auteur, qui est le destinataire. Donc l'auteur, je vois qu'il y a quelque chose qui a été mis par K2 automatiquement, c'est en vert. Donc tout ce qui est en vert, ça veut dire que c'est une information dynamique. C'est une information qui va changer en fonction de différents contextes. Donc là, le contexte de ce champ-là, c'est un contexte de type environnement. Ça veut dire que je vais chercher une information qui est spécifique à mon serveur K2. Donc je vais chercher mon fichier de configuration K2, grosso modo, et je vais chercher qui est l'auteur des mails sur ma plateforme, sur mon serveur K2. Qui va être le destinataire? Le destinataire, ça va être le demandeur, donc la personne qui a déclenché le workflow. Donc j'ai juste cette case-là à cocher. Et quel est le sujet du mail? Ça va être demande en cours de validation. Bon, j'ai le droit de faire des fautes d'orthographe, ça a marché quand même. Et je voudrais mettre l'identifiant de la demande, par exemple, parce que j'ai fait une demande d'achat, et là on lui a attribué un identifiant, je voudrais mettre cet identifiant-là. Donc je vais ouvrir mon menu contextuel ici et je vais retrouver les différents scopes sur lesquels je vais pouvoir aller chercher de l'information dynamique. Donc là j'ai le scope de mon contexte de workflow, je retrouve l'instance de mon processus et j'ai son identifiant, je fais un glisser-déposer ici pour écrire demande 56 en cours de validation. Je peux attacher des pièces jointes, puis quand je passe sur la page suivante, je vais construire le corps de mon message. Donc je voudrais que le message qui soit envoyé à ce moment-là soit « Bonjour, votre demande », hop, je tape du texte, et je vais rajouter à l'intérieur de ce texte-là des informations dynamiques. Donc je voudrais mettre « Bonjour, nom et prénom du demandeur », donc je vais chercher le demandeur ici et son nom d'affichage. Donc votre demande d'achat numéro, donc on va répéter le numéro qui a été démarré à telle date, qui concerne un montant de, et cette fois-ci je vais aller chercher ce qu'on appelle des données de référence, donc les données qui circulent au sein de mes formulaires. Donc je retrouve mes données de référence ici, je retrouve le montant total là, je fais un glisser-déposer de mon montant total ici, et donc je construis mon mail de cette façon-là. Une fois que j'ai terminé la construction de mon email, je clique sur ce bouton-là, j'ai fini la configuration de l'événement qui est à l'intérieur de l'activité, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton déployer qui est là pour que ce soit cette nouvelle version qui soit prise en compte. Donc là, je dessine mes process, je paramètre à l'intérieur de mes processus les intégrations avec mon système d'information, donc je vais pouvoir à l'identique, mais bon, les questions qui sont posées sont légèrement différentes, mais à l'identique de l'envoi de mail, je vais pouvoir mettre à jour une base de données, appeler un web service, faire des intégrations avec SAP, etc., etc. Donc ça, c'est la partie processus. Je vais pouvoir ensuite, je vais devoir ensuite mettre en place des formulaires. Donc la mise en place des formulaires, ça se fait via un autre outil. Donc un outil qui fonctionne en mode client léger. Donc là, je lance mon navigateur et j'arrive sur l'interface du designer, enfin de l'outil de modélisation K2. Et on voit que depuis cet outil de modélisation, je peux créer des workflows si je le souhaite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut créer des workflows de manière en client léger. Donc, comment je crée un formulaire avec K2? Je vais faire un clic droit ici, je vais créer une nouvelle catégorie dans laquelle je vais stocker en fait les objets que je vais créer pour mon formulaire. Donc j'appelle cette catégorie ID 1. Et puis à l'intérieur de cette catégorie, je vais commencer par créer ce qu'on appelle un Smart Object chez K2. Donc c'est un objet qui va me permettre de définir les informations que je veux voir à l'intérieur de mon formulaire. Donc je vais l'appeler ID1-données.
je vais dire que les données que je veux potentiellement voir dans mon formulaire, c'est par exemple un nom, un prénom, un email, une date, un âge, un commentaire, une photo, etc., etc. Donc la date, bah, ça va être un champ date. L'âge, ça va être un entier. Le commentaire, ça va être un mémo. La photo, ça va être un fichier. Donc, ça va même être une image. Je clique sur OK. Bon, je peux rajouter des données a posteriori, mais là, on va juste créer cet objet-là. Je clique sur Terminer. Une fois que j'ai fait ça, je vais modéliser un bout de formulaire qui va me permettre d'exposer ces informations-là. Alors, on appelle ça une vue chez K2. Alors, une vue, c'est vraiment une partie de formulaire. Un formulaire, c'est la page que tous les utilisateurs vont voir. Une vue, c'est une partie du formulaire. Et donc, quand je construis des formulaires avec K2, je vais chercher différentes vues. Je mets les vues les unes à côté des autres, les unes en dessous des autres, et je construis mon formulaire de cette façon-là. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, une vue que je construis pour un formulaire, je vais pouvoir la réutiliser pour d'autres. Et souvent, ce qu'on retrouve dans les applications d'entreprise, c'est quand même des choses qui se répètent à différentes étapes. Et donc là, je crée un seul objet. Le jour où j'ai une information à rajouter, je la rajoute au niveau de ma vue et elle apparaît dans tous les formulaires qui l'utilisent. Donc pour la capitalisation, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vais appeler cette vue-là ID vue. Et en fait, je vais demander à K2 de me générer automatiquement un tableau avec 2 colonnes qui contient tous les champs qu'on a définis ensemble, sauf l'identifiant. Et puis je voudrais voir un bouton en bas de mon formulaire. Donc je fais rien de plus, je modifie rien de plus au niveau de cette interface-là. Je clique sur suivant et ça me crée quelque chose qui ressemble à ça. Bon, très bien, je termine. Et maintenant, je vais cliquer sur le lien qui est ici pour jouer en fait cette vue pour voir ce que ça donne à l'utilisation. Et en quelques clics, ça m'a créé ça. Donc là, je peux mettre un nom, je peux mettre un prénom, je peux mettre un email, je peux mettre une date, je peux mettre un âge. Et je vois déjà que quand je sors de la date, quand je sors de l'âge, j'ai mis du texte et du coup, ça s'entoure en rouge. Parce qu'ici, on attend des champs qui ont un certain format. Donc pour ma date, en fait, je peux faire appel à un calendrier. Donc je vais mettre une date ici, 2019 par exemple. Et pour l'âge, bah, on attend un entier. Donc je vais mettre un entier. Et donc là, j'ai plus de problème. La photo, pareil, je télécharge un document Word. On me dit qu'il faut que je sélectionne un fichier de type image. Très bien, donc je télécharge un fichier JPEG et ça a fonctionné. Je clique sur le bouton Create. Il se passe quelque chose, mais je ne sais pas ce qui se passe. Voilà ce que ça m'a créé en 2 secondes. Et donc, maintenant, je vais modifier ça. Donc, pour modifier ça, je vais, par exemple, dire je voudrais un petit peu repositionner tous les champs. Donc, je vais créer des nouvelles lignes. Je vais les fusionner ici. Je vais mettre mon commentaire tout en bas, ici. Ensuite, je vais mettre l'image juste au-dessus. Voilà. Après, je peux faire des choses du genre, par exemple, le champ âge, par défaut, je ne voudrais pas qu'on le voit, donc je vais cacher ici. Donc ça ne disparaît pas, hein. Enfin ça va disparaître pour l'utilisateur, mais après je vais pouvoir dire je voudrais le faire réapparaître quand il se passe telle ou telle chose. Et donc justement, ça, c'est ce que je peux faire, ce que je vais pouvoir faire après. Je vais pouvoir dire, par exemple, dès que alors je vais mettre, alors ça n'a pas de sens, mais je vais mettre une liste déroulante ici à la place de l'email. Donc je vais changer le contrôle. Je vais dire que je veux une liste déroulante. Et puis, je vais dire que pour cette liste déroulante, la source de données, je vais chercher un connecteur K2 ou alors je mets des informations en dur ici. Donc, je vais mettre valeur 1, valeur 2. Hop. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est dire, dès qu'il y a quelqu'un qui choisit une valeur dans ce champ-là, alors ça fait apparaître l'âge. Donc, pour ça, je veux mettre de la dynamicité entre mes champs. Donc du coup, je clique sur mon
sur ma liste déroulante, je vais dans la partie règles, ici, et je vais rajouter ce qu'on appelle une règle qui va me permettre de gérer la dynamicité à l'intérieur de mon formulaire. Et donc, je vais dire quand mon contrôle a été modifié, sous certaines conditions. Donc je pourrais dire il faut qu'il y ait par exemple valeur 1 dedans ou valeur 2, sinon il ne se passe rien. Bon là je ne vais pas mettre de conditions, mais on voit que j'ai un certain nombre de conditions préparamétrées que je peux utiliser. Et bien dans ce cas-là, je vais exécuter une action, je vais faire quelque chose. Et je voudrais, donc là je vois que j'ai aussi beaucoup de choix. Donc je peux appeler des web services, je peux lancer un workflow, terminer une tâche, des choses comme ça. Et donc là, moi, je voudrais simplement faire apparaître des choses dans mon formulaire. Donc je vais faire apparaître un contrôle, en fait 2 contrôles, le contrôle label et puis le contrôle textbox de mon âge. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur terminer, j'enregistre, je reviens sur mon formulaire, j'actualise. Je vois que mon formulaire, il a pris une forme un petit peu différente, avec le commentaire qui est tout en bas, qui prend toute la largeur, la photo, pareil. J'ai l'âge qui a disparu, et j'ai une liste déroulante ici, avec différentes valeurs, et quand je choisis la valeur 2, ça fait apparaître l'âge. Donc voilà, pour que vous ayez vraiment une idée de ce que peut donner ce que peuvent donner les outils de conception K2. Alors, on n'a pas été très loin ici. J'ai pas fait d'intégration à l'intérieur du formulaire. J'ai pas fait de réelle intégration à l'intérieur de mon workflow. C'est juste pour que vous voyez les grands concepts. Mais ici, ma liste déroulante, par exemple, elle pourrait aller chercher des informations qui sont dans SharePoint. Elle pourrait aller chercher des informations qui sont dans SAP. Quand je clique sur le bouton Create, ça pourrait aller mettre à jour une base de données puis déclencher un workflow. Et ça pourrait faire voilà, plein de choses. Donc, je vais prendre une minute ou deux, juste pour vous montrer une application en fait qui est le démarrage en fait d'une application qui est terminée. Donc, c'est une application qui utilise des intégrations, puisque là, par exemple, je lance un portail SharePoint. Donc, je suis dans SharePoint, je retrouve un composant avec ma liste des tâches K2. En dessous, je vois les demandes d'achat que j'ai faites, les demandes d'achat qui ont été faites par les personnes de mon service. Et puis, si je veux démarrer un processus, je vais pouvoir cliquer sur le lien qui est ici. Ça va me charger un formulaire qui est fait avec la technologie des SmartForms K2. Donc, on voit que les formulaires, on peut les rendre multilingues si on le souhaite. Donc là, en cliquant sur les drapeaux, je change la langue d'affichage du formulaire. Je vois qu'on a attribué un identifiant à notre demande, c'est la demande numéro 174. On a des intégrations avec l'annuaire de l'entreprise qui se sont déclenchées au moment du chargement du formulaire. On a récupéré le nom complet de la personne qui était connectée ainsi que son adresse mail. Bon là je suis connecté avec un compte un peu particulier, administrateur, donc qui fait partie d'aucun département et qui n'a pas de numéro de téléphone. Donc je ne les vois pas ici, mais si je me connecte avec un autre utilisateur, donc je vais le faire tout de suite. Je me connecte avec Stéphane. Donc j'arrive sur mon portail d'achat. Peut-être que je vais arriver un jour sur mon portail d'achat, voilà, avec Stéphane, on le voit, je suis connecté en haut à droite avec le compte de Stéphane, je lance mon formulaire K2, c'est le même, c'est l'identifiant suivant qui s'est affiché, et là le demandeur c'est bien Stéphane Benzanetti, j'ai bien son département, son numéro de téléphone. Je vais saisir une date d'échéance, ici, donc pour le 25 septembre. Si je mets une date inférieure à la date du jour, on a mis un contrôle, donc du coup ça s'affiche en rouge. Et puis je vais acheter des produits. Les produits que j'achète font partie d'un catalogue achat qui est stocké dans une base de données SQL Server. Donc là j'ai un contrôle qui pointe vers cette base de données. Donc comme potentiellement je pourrais avoir des milliers et des milliers de produits, là c'est pas une liste déroulante, c'est un mini moteur de recherche. Donc je veux acheter des produits d'elle, je tape d'elle, je sors de mon contrôle, ça se met en rouge pour m'indiquer que ce que j'ai saisi ne correspond pas à un seul et unique produit, et ça m'ouvre ici une liste déroulante des produits qui répondent à ma recherche. Donc je vais acheter le Latitude. Ça récupère dans la base de données la description, le prix unitaire. Je mets une quantité, ça me fait mon calcul par ligne. J'ajoute d'autres lignes, je tape XPS,
Cette fois-ci, ça sélectionne automatiquement le produit d'AliExpress Ultrabook. Je mets une quantité, hop, j'ajoute, j'en ai pour un montant de 6 700 € en tout. On voit aussi que si, alors qu'est-ce que je vais faire? Si j'achète, je vais acheter des chaises de bureau, je vais en acheter beaucoup, 153. J'en ai pour 45 000 €. J'ajoute ça. Le montant total est de 52 000 €. Il dépasse un plafond qui a été positionné à 7 500 €. Donc j'ai un petit message qui s'affiche, le montant qui s'affiche en rouge. Je peux attacher des pièces jointes ici. Et ce qui est assez sympa, là, c'est qu'on a un connecteur pour SharePoint qui va permettre de dire, quand on attache la pièce jointe, automatiquement, K2 va envoyer la pièce jointe dans SharePoint, puisque SharePoint est fait pour stocker les documents. Donc autant les stocker dans SharePoint. Et donc là, si on regarde l'URL du document, en fait, c'est une URL spécifique SharePoint. Une fois que j'ai fini de remplir ma demande, je vais pouvoir cliquer sur le bouton soumettre. J'ai un message qui s'affiche qui m'indique que Stéphane a fait une demande de 52 000 € avec l'identifiant 175. Je clique sur OK. Je reviens sur la page d'accueil de mon SharePoint et je retrouve dans la liste de mes demandes la demande 175 qu'on vient de faire ensemble. J'ai la possibilité d'accéder aux pièces jointes en cliquant ici. Donc je vois les pièces jointes stockées dans SharePoint, donc celles qu'on vient d'uploader. Et j'ai la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle le suivi graphique. Et donc quand je clique sur le suivi graphique, ici, ça va me permettre de voir un petit peu plus précisément ce que ça veut dire en cours de validation budgétaire. Ça m'a ouvert cette fenêtre-là, et sur cette fenêtre, je retrouve le workflow qu'on a vu tout à l'heure. Et avec des codes couleurs, je vois par quelles étapes on est passé. Donc je vois qu'en vert, c'est ce qui s'est passé, en bleu, c'est l'endroit où on est, et en rouge, c'est ce qui ne s'est pas exécuté. Donc on est actuellement sur l'étape validation budgétaire. Je clique dessus, je vois que ça fait 49 secondes qu'on est sur cette étape-là, et que la personne qui doit faire la tâche, c'est Sophie. Et en fait, ce suivi graphique va évoluer en fonction de ce qui va se passer dans mon processus. Donc voilà, en fait, très très rapidement, une application qui a été mise en place avec les outils K2. Ce qu'il faut voir, c'est que cette application n'a nécessité aucune écriture de code, ça a été fait en 2 jours, et ça répond à un véritable besoin métier. Alors, il y a eu une question à laquelle j'ai pas répondu sur est-ce qu'on peut gérer un workflow de signature auditable. Alors oui, on peut effectivement mettre en place un workflow dont les différentes étapes vont correspondre à différents niveaux de signature dans l'entreprise. Tout ce qui se passe dans le workflow, ça va être tracé et ça peut être audité. Donc on va pouvoir en fait vraiment s'assurer que les signatures qui sont nécessaires ont été faites. Si on décide pour une raison X ou Y de sauter une signature, de ne pas faire cette étape-là, de déléguer l'étape à quelqu'un d'autre, toutes ces choses-là seront tracées et sortiront sur le rapport d'audit du workflow. On verra qu'à telle date, telle personne a décidé de réattribuer telle tâche à telle autre personne pour telle raison. Donc tout ce qui se passe est tracé, même ce qui n'est pas défini directement à l'intérieur du processus. Après, derrière la signature, on peut aussi avoir besoin de dire, là je voudrais faire quand je valide mon formulaire, en fait je voudrais faire une signature électronique. Donc du coup, ça c'est pas le métier de K2. Mais on propose des intégrations avec des outils qui font ça, comme Legalbox, qui est un outil français, mais autrement CoSign, qui a une présence internationale et qui permet de dire via des jetons publics, privés, qui vont être installés sur le poste de l'utilisateur, de réellement signer en fait l'action qui est faite. Bon, voilà, on a des intégrations avec ces outils-là, mais on a des clients qui utilisent d'autres outils de signature électronique et qui les ont intégrés aussi avec K2. Donc j'ai débordé un petit peu, hein, forcément, je déborde tout le temps. Il est midi 2. On a tenu les 55 minutes. Je vais
réouvrir les micros de tout le monde. Si vous avez des questions, plutôt que de les poser via le chat, c'est le moment de les poser. Donc pas de questions. Non, Eric Casdersier, bon, merci, hein, c'était clair. Bon, tant mieux. De toute façon, si vous avez, si vous allez recevoir un email après le web meeting pour vous remercier d'avoir participé et puis pour vous mettre à disposition la présentation qui a été faite. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, ou vous voulez des précisions, parce qu'en 45 minutes, on n'a pas le temps de parler de tout, n'hésitez pas à poser ces questions-là via l'email que vous avez reçu. On se fera un plaisir de vous recontacter, et si vous voulez qu'on organise une présentation un petit peu plus ciblée au sein de votre entreprise, n'hésitez pas non plus à revenir vers nous. Okay. En tout cas, merci à tous, et puis je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée. Merci bien. Au revoir. Au revoir.